Édouard Keane essuya la poussière de béton de ses mains et consulta son téléphone. 3 appels manqués d'un numéro qu'il n'avait pas vu depuis 4 ans. L'indicatif régional lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Nancy A.S. était de retour dans sa vie. Il envisagea de laisser sonner quand le 4e appel arriva. Édouard. Sa voix portait cette fausse douceur familière qui lui fit serrer les mâchoires. J'espère que je ne vous surprends pas au mauvais moment. Que voulez-vous, Nancy? Il s'éloigna de son équipe qui coulait les fondations d'une nouvelle terrasse. L'héritier d'Octobre à Eugène sentait les feuilles mouillées et la pluie qui approchait. Eh bien, ce n'est pas très amical. En fait, je suis en ville pour affaires. J'ai décroché cette incroyable opportunité de contrat à court terme, mais avec un excellent salaire. Le truc, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour surveiller Kay pendant 1 mois, peut-être 6 semaines tout au plus. Édouard s'arrêta de marcher. Kay, ma fille, ta nièce. Elle a 11 ans maintenant. Tu y crois? Le temps passe si vite. Il se souvenait d'une enfant de 4 ans effrayée, cachée derrière les jambes de sa mère aux funérailles de son frère. C'était il y a 7 ans. La dernière fois qu'il les avait vus. Pourquoi moi? Il garda une voix neutre. Parce que tu fais partie de la famille. Et parce que tu es la seule personne en qui j'ai confiance avec elle. La confiance de Nancy A. La femme qui avait emprunté $3000 à son frère mourant et ne les avait jamais remboursés. La femme qui avait vidé le compte en banque de Tom pendant qu'il était en soins palliatifs. Où logeait-elle pendant que tu faisais ce travail? Une pause avec un ami. Mais cet arrangement tomba à l'eau. Édouard entendait des machines en arrière-plan. Son équipe se remettait au travail. Il avait des responsabilités, une entreprise à gérer. La dernière chose dont il avait besoin était de se retrouver à nouveau avec Nancy. Mais Kay était la fille de Tom, l'enfant de son frère. 1 mois plus tard, il dit « Oh, Édouard, merci beaucoup. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Je peux la déposer ce soir si ça te convient. » Ce soir. Le travail commence demain matin. Je sais que c'est un préavis court, mais bon. Il raccrocha avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Ce soir-là, à 18h30, une Honda Civic déglinguée s'arrêta dans son allée. Édouard regarda Nancy sortir de la voiture, se lisser les cheveux et ouvrir la portière passager. Une jeune fille mince en sortit, un petit sac à dos à la main. Édouard ouvrit sa porte d'entrée à leur approche. Nancy paraissait plus âgée que ses 40 ans, avec ses cheveux décolorés et ses yeux fatigués sous un maquillage excessif. Mais ce fut Kay qui le fit s'arrêter. Elle était petite pour 11 ans, tout en angle vif et en joues creuses. Ses vêtements étaient amples sur sa silhouette. Oncle Édouard, lança Nancy devant la jeune fille qui restait silencieuse. Salut, murmura Kay sans le regarder dans les yeux. Entre, fit-il en s'écartant. Nancy passa devant lui et entra dans le salon en parlant vite. C'est une fille tellement bien, Édouard. Pas de problème. Elle est calme. Elle reste discrète. Ça ne te posera aucun problème. Édouard regarda Kay rôder près de la porte, toujours serré contre son sac à dos. Tu as faim, petite? Elle secoua vivement la tête. Je l'ai nourrie avant qu'on arrive, dit Nancy. De toute façon, elle mange comme un oiseau. Elle n'a jamais eu beaucoup d'appétit. Édouard observa sa nièce. Ses poignets semblaient fragiles au point de se briser. Des cernes obscurcissaient ses yeux. Je devrais y aller, continua Nancy. Tôt demain matin. Kay a mon numéro en cas d'urgence, mais je serai probablement très occupé avec ce projet. Quel genre de projet? Demanda Édouard. Consultante en construction. Des trucs très techniques. J'appellerai dès que possible. Elle se pencha vers Kay. Sois gentil avec tonton Édouard, d'accord? Je reviens avant que tu ne t'en rendes compte. Kay hocha la tête sans parler. Nancy se redressa et se dirigea vers la porte. Merci encore, Édouard. Ça veut vraiment dire tout. Elle était partie avant qu'il puisse poser d'autres questions, le laissant seul avec une nièce qu'il ne connaissait pas. Kay resta près de la porte, sac à dos à la main. Tu peux poser ça. Édouard dit, je vais te montrer où tu dormiras. Il la conduisit dans le couloir jusqu'à sa chambre d'amis. C'était simple. Un lit simple, une commode, un petit bureau. Propre, mais sans beaucoup de personnalité. Les toilettes de l'autre côté du couloir.
Besoin de quelque chose? Il suffit de demander. Elle hocha la tête et posa son sac à dos sur le lit. On aurait dit qu'il contenait tout ce qu'elle possédait. Tu es sûr que tu n'as pas faim? Des sandwichs? Des céréales? Ce que tu veux. Je vais bien. Sa voix était à peine audible. Édouard la laissa déballer ses affaires et retourna à la cuisine. Par la fenêtre, il vit les feux arrière de la Honda disparaître au bout de la rue. Quelque chose lui noua l'estomac, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. 1 heure plus tard, il frappa à la porte de la chambre d'amis. « Kay, ça va? » « Oui, monsieur. » Il la trouva assise sur le lit, son sac à dos toujours prêt à côté d'elle. Elle n'avait pas bougé. « Tu n'es pas obligé de m'appeler monsieur. Édouard va bien. Ou oncle Édouard si tu veux. » Elle hocha la tête mais ne dit rien. « Demain, c'est samedi. Pas d'école. On pourra se débrouiller pour le petit déjeuner demain matin. On fera peut-être un tour en ville, pour te montrer où sont les choses. » D'accord. Il attendit la suite, mais elle resta assise là, petite et immobile. Bon, repose-toi un peu. À 2 heures du matin, Édouard fut réveillé par le bruit de l'eau courante. Il trouva Kay dans la salle de bain en train de se laver les mains pour la 3e fois depuis qu'il avait commencé à la surveiller. Tout va bien? Elle se retourna, les yeux écarquillés de peur. Je suis désolé. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillé. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Elle coupa l'eau d'une main tremblante. Je n'arrivais pas à dormir. Mauvais rêve. Elle secoua la tête trop vite. Non, juste pas à dormir. Édouard s'appuya contre l'encadrement de la porte. Elle paraissait encore plus petite dans son immense couloir, éclipsée par les ombres. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à dormir? Je fais du chocolat chaud. Ça t'intéresse? Pour la première fois? Elle le regarda droit dans les yeux. D'accord. Ils s'assirent à sa table de cuisine avec des tasses fumantes. Kay entoura les siennes de ses mains, mais ne le fit pas boire. Ta mère a dit que tu avais 11 ans maintenant. Oui, monsieur. Édouard. Quoi? Super. 4e. Édouard marqua une pause. 4e. Tu ne devrais pas être en 6e? Son visage devint rouge. L'école me manque. On a beaucoup déménagé. Où habitais-tu avant ici? Bend. Interjuridictionnel d'information sur la protection de l'enfance et le protocole de rapport obligatoire pour la fraude aux prestations impliquant des enfants. Le gouverneur Martinez l'a signé lors d'une cérémonie dans la capitale de l'État. Édouard et Kay ont été invités à y assister. Cette loi sera connue sous le nom de loi de Kyle, a annoncé le gouverneur. En l'honneur d'une jeune femme qui a eu le courage de dire sa vérité et d'inspirer le changement, Kay a serré la main d'Édouard et a chuchoté, « Pensez-vous que maman entendra parler? » Probablement. Bien. Peut-être que cela l'aidera à comprendre. Édouard baissa les yeux sur sa nièce, sa fille, dans tout sauf la génétique. À 14 ans, elle devenait le genre de personne dont Tom aurait été fier. Strong, compatissant, sans peur de se battre pour ce qui était juste. Comprendre quoi? Que ce qu'elle a fait était mal, que les enfants méritent mieux. Édouard n'avait jamais compris comment Kay pouvait maintenir l'empathie pour Nancy après tout ce qu'elle avait enduré. Mais c'était peut-être la différence entre eux. Kay avait toujours espéré que les gens pouvaient changer, pourraient devenir meilleurs. Édouard n'a pas partagé cet espoir. Il avait trop vu, avait trop perdu. Nancy avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Mais il admirait la capacité de pardon de Kay, même s'il ne pouvait pas le partager. Ouais, dit-il. Peut-être que ça le fera. Ce soir-là, ils sont rentrés chez eux à Eugène dans un silence confortable. La radio a joué doucement et Kay somnolait contre la fenêtre du passager. Édouard a pensé au voyage qui les avait amenés ici. Appel téléphonique de New York il y a 3 ans. Arrivée de Kyle, mince et effrayée et silencieuse. L'enquête, le procès, l'attention des médias qu'il avait entrepris de détruire Nancy, et il avait réussi. Elle était en prison, dépouillée de ses droits parentaux, faisant face à des années derrière les barreaux. Le système qu'elle avait manipulé l'avait finalement rattrapée. Mais quelque part en cours de route, Édouard avait découvert quelque chose de plus important que la vengeance. Il avait trouvé sa famille. Kay remua sur son siège.
Sommes-nous encore à la maison? Presque. Elle s'est installée contre la fenêtre. Bon. J'ai un test d'histoire demain. Édouard sourit. Un test d'histoire? Un souci si normal quotidien pour un enfant. Il y a 3 ans, la plus grande inquiétude de Kyle était de savoir si sa mère rentrait à la maison ou la laisserait seule pour une autre nuit. Maintenant, elle s'inquiétait des tests d'histoire et de la pratique du football et si ses amis aimeraient le film qu'elle voulait voir vendredi soir. Problèmes normaux d'enfant. Le genre de problème que chaque enfant méritait avoir. Édouard n'avait jamais pardonné à Nancy ce qu'elle avait fait à Kyle. Il ne le ferait jamais. Mais il avait appris que la justice et la guérison n'étaient pas la même chose. La justice était Nancy en prison. La guérison était Kyle s'endormir dans le siège passager. Suréaimé et inquiet pour un test d'histoire alors qu'ils entraient dans leur allée. Édouard regarda la maison qu'il avait achetée pour lui il y a 5 ans. Un endroit simple pour une vie simple. Maintenant, c'était la maison de 2 personnes qui s'étaient retrouvées quand elles avaient tous les 2 besoin de famille. Nancy avait pensé qu'elle pouvait manipuler tout le monde, contrôler chaque situation, toujours garder une longueur d'avance sur les conséquences, qu'elle avait eu tort à ce sujet. Mais elle avait aussi eu tort sur autre chose. Elle avait dit à Kyle que personne ne la croirait, que les adultes ne se souciaient pas des enfants, que le système lui échouerait toujours. Elle avait eu tort à ce sujet aussi. Parfois, reflétait Édouard en aidant Kyle à porter son sac à dos à l'intérieur. La justice a pris du temps. Parfois, le système a échoué, mais parfois, les bons ont gagné. Et parfois j'étais. Avant ça, à Portland. Avant ça, sa voix s'éteignit. Ça fait beaucoup de déménagements. Elle fixa son chocolat chaud. Maman dit que c'est pour le travail. Quel genre de travail fait-elle? Des choses différentes. Elle est vraiment intelligente. Quelque chose en travers. Elle a dit que ça serrait la poitrine d'Édouard comme si elle récitait un script. Tes amis de tous ces endroits te manquent. Kyle serra sa tasse. Je ne me fais pas vraiment d'amis. Pourquoi pas? On ne reste jamais assez longtemps. Ils restèrent assis en silence. L'horloge de la cuisine fit tic-tac fort. Dehors. La pluie commença à crépiter contre les fenêtres. Oncle Édouard. Ouais. Combien de temps penses-tu que le travail de maman va prendre? Elle dit 1 mois, peut-être 6 semaines. Kyle hocha la tête, mais son expression de changement. On aurait dit qu'elle essayait de résoudre un puzzle dont les pièces manquaient. Tu t'inquiètes pour quelque chose? Demanda Édouard. Non, monsieur. Encore trop vite. Je suis juste fatigué, mais elle ne retourna pas se coucher. Elle resta assise à sa table de cuisine jusqu'à l'aube, une tasse de chocolat chaud à la main, les yeux fixés sur la pluie. Édouard se réveilla samedi avec l'odeur du pain grillé brûlé. Il trouva Kyle dans la cuisine, raclant frénétiquement des miettes noires dans l'évier. Je suis désolé, dit-elle sans se retourner. Je voulais préparer le petit déjeuner, mais je l'ai brûlé. Je vais nettoyer. Et, c'est bon. Il s'approcha du comptoir à côté d'elle. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas censé utiliser la cuisinière sans demander. Enfin, tu peux demander, mais les toasts, ça va. Laisse-moi te montrer comment fonctionne ce grille-pain. C'est un peu délicat. Elle le regarda régler les réglages comme si elle mémorisait les instructions d'un test. Tiens, réessaie. Cette fois, le toast était doré. Édouard tartina une tranche de beurre de cacahuète et la lui tendit. Elle en prit une petite bouchée. Bien. Elle hocha la tête, mais n'en reprit pas une. Pas faim. Je ne mange pas beaucoup le matin. Édouard la regarda déplacer le toast dans son assiette. À la lumière du jour, elle paraissait encore plus maigre que la veille. Ses omoplates dépassaient de son t-shirt. Quand as-tu vu un médecin pour la dernière fois? Demanda-t-il. Je ne me souviens plus. Et un dentiste? Elle toucha sa bouche, gênée. Maman dit, mes dents vont bien. Édouard se fit un petit mot pour appeler son dentiste lundi. Après le petit déjeuner, il lui fit visiter sa petite maison. Elle se déplaçait avec précaution, comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Lorsqu'ils passèrent devant le miroir de la salle de bain, elle détourna le regard. Tu n'aimes pas les miroirs? Demanda-t-il. Ils sont bien. Mais elle baissait les yeux chaque fois qu'ils en croisaient un. Cet après-midi-là, Édouard l'emmena à l'épicerie.
Il avait besoin de provisions et pensait qu'elle pourrait choisir ce qu'elle aimait manger. Elle marchait à ses côtés sans parler, les mains jointes dans le dos. Quel genre de céréales veux-tu? Ce que tu achètes, c'est bien. Allez. Chacun a ses céréales préférées. Elle fixa les dizaines de boîtes colorées. Je ne sais pas. Et celle-ci? Il prit une boîte avec des personnages de dessins animés. Elle hocha la tête, mais n'avait pas l'air enthousiaste. Moi, au rayon fruits et légumes. Il prit des pommes, des bananes, des carottes, des trucs basiques. Tu aimes les légumes? Oui, monsieur. Des préférés? Ceux que maman achète. Édouard arrêta de pousser la carte. Kay, qu'est-ce que tu aimes? Pas ce que ta mère aime. Qu'est-ce que tu aimes? Elle avait l'air paniquée. Je ne sais pas. Une fille de 11 ans qui ne savait pas ce qu'elle aimait. Édouard rangea ça avec tout ce qui lui semblait anormal. Ce soir-là, Kay était assise à la table de sa cuisine, une assiette de spaghettis devant elle. Elle avait pris 3 bouchées en 15 minutes. Pas bon? Demanda Édouard. C'est bon. Je n'ai juste pas très faim. Tu as dit ça ce matin aussi, et hier. Elle posa sa fourchette. Je suis désolé. Je sais que je devrais manger plus. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je m'inquiète juste pour toi. Elle releva brusquement la tête. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais bien. Mais ses mains tremblaient. Dimanche matin, Édouard a appelé Mara Dassi. Il la connaissait depuis le lycée. Elle était devenue thérapeute pour enfants après la fac. Elle travaillait avec des enfants traumatisés. Si quelqu'un pouvait lui donner un conseil, c'était Mara. Édouard Keane, dit-elle en décrochant. Ça fait une éternité. Salut Mara. J'ai besoin d'un service. Il expliqua la situation pendant que Kay regardait des dessins animés dans le salon. Nancy, la tutelle soudaine. Le comportement de Kyle. Elle refuse de manger, dit-il, effrayé par les miroirs. Sursaute au moindre bruit. Quelque chose ne va pas. Que sais-tu de sa situation familiale? Rien de bon. Sa mère a toujours été problématique, mais là, c'est différent. Puis-je lui parler? En passant, enfin, pas en tant que thérapeute. Juste en tant qu'ami qui travaille avec des enfants. Ouais, ce serait bien. Mara est venue cet après-midi-là avec un sac de fournitures artistiques. Elle était douée avec les enfants. Elle avait cette facilité à les mettre à l'aise. Mais même elle avait du mal à convaincre Kay de s'ouvrir. J'ai apporté du matériel de dessin, dit Mara en étalant du papier et des crayons sur la table de la cuisine. Tu aimes dessiner? Je ne sais pas. Tu veux essayer? Parfois, c'est amusant de simplement mettre des couleurs sur du papier. Kay prit un crayon noir et dessina une petite maison. Pas de fenêtre, pas de porte, juste 4 murs et un toit triangulaire. Parle-moi de ta maison, dit doucement Mara. Ce n'est pas ma maison. Nous n'avons pas de maison. Où habites-tu? À des endroits différents. Mara essaya une approche différente. Qu'est-ce que tu préfères faire? Je n'ai pas de préférence. Chacun a quelque chose qu'il aime faire. La main de Kyle se resserra sur le crayon. J'aime être silencieuse. Être silencieuse, c'est bien parfois. Et quand on ne veut pas être silencieuse? Je suis toujours censée être silencieuse, échangèrent Édouard et Mara par-dessus la table. Que se passe-t-il quand on ne l'est pas? Silence, demanda Mara. Kay arrêta de dessiner. J'ai des ennuis. Quel genre d'ennuis? Je dois parfois aller dans ma chambre. Elle s'interrompit. Parfois quoi? Rien. Je dois juste me taire. Après le départ de Mara, Édouard trouva Kay dans la chambre d'amis, assise sur le lit, les genoux repliés. Ça va? Elle hocha la tête mais ne le regarda pas. Mara est gentille, n'est-ce pas? Je suppose qu'elle travaille avec des enfants qui ont des difficultés. Des enfants qui ont besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai besoin de parler à personne. Édouard s'assit au bord du lit. Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un, pas moi. Pourquoi pas? Parce qu'elle enfouit son visage dans ses genoux. Parce que parler aggrave les choses. Ce soir-là, Édouard appela l'école de Kelly et se pencha. La secrétaire fut serviable une fois qu'il lui expliqua qu'il était son oncle. Kyan.
Oh, oui. Je me souviens de sa gentille petite fille. Très calme. Comment était son assiduité? Inégale. Sa mère se faisait souvent porter malade pour elle. Nous étions inquiets de ses progrès scolaires. Elle était en retard lorsqu'elle s'est inscrite et les absences n'ont pas aidé. De combien? Au moins 1 an, peut-être plus. Nous avons recommandé des tests, mais sa mère a refusé. Elle a dit qu'il déménagerait bientôt de toute façon. Édouard serra plus fort le téléphone. As-tu déjà eu d'autres inquiétudes? Un silence. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais oui. Son professeur a remarqué qu'elle était souvent fatiguée, qu'elle avait du mal à se concentrer. Elle apportait rarement son déjeuner, et quand nous lui proposions des repas gratuits, elle mangeait comme si elle mourait de faim. Quelqu'un a-t-il contacté les services sociaux? Nous en avons discuté, mais avant que nous puissions déposer plainte, la famille a déménagé. Nous les avons perdus de vue après cela. Édouard a raccroché et a fixé son téléphone. Une tendance se dessinait, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Lundi matin. Il a appelé son dentiste et a pris rendez-vous pour Kai. Puis il a appelé son médecin. Tous deux pourraient la voir cette semaine-là. Pourquoi dois-je consulter un médecin, a demandé Kai lorsqu'il le lui a dit. Juste un contrôle. Assure-toi d'être en bonne santé. Je ne suis pas malade. Je sais, mais c'est bien d'avoir un médecin ici en ville au cas où on en aurait besoin. Elle a accepté sans broncher. Une dispute l'inquiétait plus que toute protestation. Cet après-midi-là, Mara a appelé. J'ai pensé à ta nièce. Elle a dit, Édouard. Cette gamine a vu quelque chose et elle est terrifiée à l'idée d'être renvoyée. Renvoyée où? Dans la situation d'où elle vient. Elle présente les signes classiques d'un traumatisme. L'hypervigilance, la complaisance, l'incapacité à exprimer ses préférences. On lui a appris que sa survie dépend de son invisibilité. Édouard serra les dents. Que penses-tu qu'il lui soit arrivé? Je ne peux pas l'affirmer sans une évaluation approfondie, mais de la négligence, sans aucun doute, peut-être pire. Sa façon de parler de son silence, d'avoir des ennuis. Quelqu'un la contrôle par la peur. Que dois-je faire? Continuer à tout documenter. Faire examiner ses antécédents médicaux et dentaires. Constituer un dossier. Et Édouard, ne laisse pas cette femme la reprendre avant d'être sûr qu'elle est en sécurité. Mardi soir, Édouard s'est réveillé et a trouvé Kai debout sur le seuil de sa chambre. Elle tremblait, les larmes coulant sur son visage. Salut, dit-il doucement en se redressant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé. Je ne voulais pas te réveiller. Tout va bien. Mauvais rêve. Elle secoua la tête, puis acquiesça, puis encore une fois. Viens ici. Il tapota le bord de son lit. Assieds-toi. Elle se percha tout au bord, prête à courir. Tu veux en parler? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que sa voix s'est brisée. Parce que je ne suis pas censé en parler. La poitrine d'Édouard se serra. Je ne suis pas censé en parler. De la maison. De maman. De. Elle s'essuya le nez avec sa manche. Je ne suis censé rien dire à personne. Qui t'a dit ça, maman? Elle dit, si je dis des choses aux gens, ils m'emmèneront et me mettront avec des inconnus qui ne m'aiment pas, ce n'est pas vrai. Elle dit que les assistantes sociales sont des personnes mauvaises qui brisent les familles. Édouard sentit la colère monter en lui, mais il garda une voix calme. Kai, parfois les enfants ont besoin d'aide. Parfois, les adultes font des erreurs et les enfants sont blessés. Quand ça arrive, il y a des gens dont le travail est de protéger les enfants. Mais maman dit, je sais ce qu'elle a dit, mais elle a tort. Kai fixa ses mains. Je ne sais plus ce qui est vrai. Je vais te dire ce qui est vrai. Tu es en sécurité ici. Tu peux tout me dire, et je ne laisserai personne te faire du mal. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. En fait, tonton, maman n'a pas vraiment de travail ici. Comment ça? Elle n'a pas de travail contractuel. Elle est venue ici à cause de Tané. Qui est Tané? Son ami. Il est ici à Eugène. Il a une maison. Le pouls d'Édouard s'accéléra. C'est là qu'elle habite? Kai hocha la tête. Il s'énerve souvent. Il crie et jette des objets.
Est-ce qu'il te fait mal? Parfois, il frappe, mais la plupart du temps, il crie sur maman. Elle pleure après. Édouard prit son téléphone. Kay, je dois enregistrer ce que tu me dis. Ça te va? Elle a l'air effrayée. Vais-je avoir des ennuis? Non, mais ce que tu dis est important. Je veux être sûr de m'en souvenir exactement. Elle hocha la tête. Édouard ouvrit son enregistreur vocal. C'était mardi soir, le 15 octobre. Kay me parlait de sa situation. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Kay parla. Ses mots jaillissaient par à-coups comme l'eau d'un barrage rompu. Édouard dut lutter pour garder une expression neutre tandis que l'histoire se déroulait. Tanerusk, le petit ami de New York, qui buvait trop et était colérique. Il avait frappé Kay 2 fois, une fois pour avoir fait trop de bruit, une fois pour avoir mangé les derniers restes. Nancy avait observé les 2 fois et n'avait rien fait. L'appartement de Ben où ils avaient vécu avant. Nancy disparaissait pendant des jours, laissant Kay seul avec quelques boîtes de crackers et la consigne de dire à quiconque lui poserait la question que maman était malade et alitée. La fois où Nancy avait menacé de se débarrasser d'elle si jamais elle racontait au professeur ou au médecin ce qui s'était passé à la maison. Elle a dit que personne ne me croirait de toute façon, murmura Kay. Les gens pensent que les enfants mentent. Certains adultes le pensent, dit prudemment Édouard. Mais pas tous, et pas moi. Lorsqu'elle eut fini de parler, Kay semblait épuisée. Vas-tu appeler la police? Je vais appeler des gens qui peuvent t'aider. Vont-ils m'emmener? Édouard la regarda dans les yeux. Je ne sais pas, mais je te le promets. Je ne laisserai personne te faire de mal. Quoi qu'il arrive, tu seras en sécurité. Le lendemain matin, Édouard appela les services de protection de l'enfance. Il appela également Mara et lui demanda de rédiger ses observations. À midi, il avait rendez-vous avec une assistante sociale pour vendredi. Jeudi après-midi, Nancy appela. « Comment va ma petite fille » demanda-t-elle de cette voix douce qui donna la chair de poule à Édouard. « Elle va bien. Puis-je lui parler » Édouard trouva Kay dans le salon, en train de lire un livre qu'il lui avait acheté. Elle leva les yeux lorsqu'il lui tendit le téléphone. « C'est ta mère. » Son visage pâlit. Elle prit le téléphone d'une main tremblante. « Salut, maman. » Longue pause. « Oui, je suis sage. » Nouvelle pause. « Non, je n'ai rien dit à personne. » Elle jeta un coup d'œil à Édouard. « Oui, maman. Je sais. Bon, au revoir. » Elle rendit rapidement le téléphone. « Nancy, » dit Édouard au téléphone. « Elle a l'air bien. Tu prends bien soin d'elle. Quand reviens-tu? » En fait, le contrat a été prolongé. Peut-être quelques semaines de plus. Ça te va? Non. Silence. Excuse-moi. J'ai dit non. Tu as dit 1 mois. Ça fait 2 semaines. Édouard, j'ai besoin de ce travail. Le salaire est vraiment bon. Bien. Garde d'enfant. Je n'ai pas les moyens. Et elle est heureuse avec toi, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle est sage. Édouard observa Kay, qui faisait semblant de lire mais écoutait chaque mot. Il faut qu'on parle, dit-il. En personne? Je suis très occupé en ce moment. Vendredi. Viens ici vendredi après-midi. Édouard, je ne pense pas que tu comprennes. Il raccrocha. Vendredi matin, l'assistante sociale des services sociaux est arrivée. Janet Mills, une femme d'une 50aine d'années, à l'air fatiguée, avait visiblement tout vu. Édouard lui a montré les observations écrites de Mara, lui a fait écouter l'enregistrement du témoignage de Kyle et lui a donné des copies du dossier scolaire de Ben. C'est une bonne documentation, a déclaré Janet. Très minutieux. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Que se passe-t-il ensuite? Nous interrogerons l'enfant officiellement. Nous essaierons de localiser et d'interroger la mère. Si nous trouvons des preuves de maltraitance ou de négligence, nous prendrons les mesures appropriées, qui pourraient être quoi? Cela dépend de ce que nous trouverons. Cela pourrait être des cours obligatoires de parentalité, des visites surveillées, un retrait temporaire du domicile. Dans les cas graves, la révocation des droits parentaux. À 15 heures, Nancy est arrivée. Édouard redoutait ce moment, mais il était prêt. Elle a fait irruption dans son salon comme si elle était chez elle.
Tout sourire, tout en charme discret. Edward, tu es beau. Où est ma fille? Elle est chez une amie. Le sourire de New York s'est estompé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on parle. D'adulte à adulte. Je n'aime pas tonton. Edward est resté debout pendant qu'elle s'asseyait sur son canapé. Je n'aime pas ton éducation. Son masque est tombé complètement. Excusez-moi. Kyle m'a raconté des choses sur Tanné. Sur le fait d'être laissé seul pendant des jours. Sur toi. Menaçant de se débarrasser d'elle. Nancy se leva brusquement. Cette petite menteuse. Je savais que ça arriverait. Tu la montes contre moi. Elle ne ment pas. Elle a 11 ans. Les enfants inventent des choses. Est-ce qu'ils inventent le fait d'être en sous-poids? Des dents manquantes, 2 classes de retard. Elle a toujours été petite et on déménageait pour le travail. Ce n'est pas ma faute. Edward sortit son téléphone. Je l'ai enregistré en train de me raconter comment Tanné la frappait. Comment tu l'avais vu se produire? Le visage de New York devint blanc puis rouge. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Non, ce n'est pas illégal. Tu essaies de me voler ma fille. J'essaie de la protéger. Nancy se dirigea vers la porte. Cette conversation est terminée. Je veux Kyle maintenant. Non, c'est ma fille et ma nièce. La fille de Tom et je ne te laisserai pas la détruire comme tu l'as détruit. Nancy se retourna. Comment oses-tu? Tom t'a tout donné. Son argent, sa confiance, son amour, et tu l'as saigné à blanc. Eh bien, tu ne fais rien. Tu n'es rien, cracha Nancy. Tu n'es qu'un entrepreneur lambda qui vit seul parce que personne ne te supporte. Ça ne tiendra pas. Je récupérerai ma fille et tu ne la reverras plus jamais. On verra bien. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres s'entrechoquèrent. Edward appela immédiatement Janet Mills. Elle vient de partir, dit-il. Et elle lui fit clairement comprendre qu'elle comptait emmener Kyle. On accéléra l'enquête. Peux-tu garder l'enfant en sécurité jusqu'à ce qu'on règle ça? Oui. Bien. Ne laisse jamais la mère l'emmener. Si elle essaie, appelle la police. Ce soir-là, Edward fit asseoir Kyle à la table de la cuisine. Ta mère est passée aujourd'hui, dit-il. Son visage pâlit. Est-ce qu'elle me reprend? Pas aujourd'hui. Mais elle le fera, n'est-ce pas? Edward regarda cet enfant maigre et effrayé à qui on avait appris que l'amour signifiait le silence et la survie l'invisibilité. Kyle, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui t'est arrivé à la maison, ce n'est pas normal. Les enfants, il ne faut pas les frapper. Il ne faut pas les laisser seuls pendant des jours. Il ne faut pas les menacer ou les effrayer tout le temps. Mais c'est ma mère. Je sais, et ça rend les choses plus difficiles, mais être la mère de quelqu'un ne donne pas le droit de te faire du mal. Des larmes coulèrent sur ses joues. Que va-t-il m'arriver? Edward tendit la main par-dessus la table et la prit dans la sienne. Elle était fragile comme des os d'oiseau. Je ne sais pas encore, mais je te le promets. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ni ta mère, ni Tanné, ni personne. Quoi qu'il en coûte. Elle lui serra la main. Tu le promets? Je te le promets. Mais en regardant son visage baigné de larmes, Edward réalisa que les dossiers de protection de l'enfance pouvaient prendre des mois. Les batailles judiciaires pouvaient s'éterniser pendant des années. Nancy avait été impunie pour les abus et la négligence dont elle a été victime toute sa vie. Le système avait déjà trahi cet enfant une fois. Il pourrait la trahir à nouveau. Edward prit une décision ce soir-là, assis dans sa cuisine après que Kyle soit allé se coucher. Il n'allait pas attendre que le système protège peut-être sa nièce. Il n'allait pas se battre contre Nancy au tribunal des affaires familiales, où elle pouvait mentir, manipuler et charmer pour échapper aux conséquences. Il allait d'abord la détruire. Edward passa la matinée du samedi à téléphoner. Le premier était à Nico Dan, un type qu'il connaissait depuis le lycée et qui s'était orienté vers l'informatique après la fac. Aux dernières nouvelles d'Edward, Nico gérait les systèmes pour une entreprise technologique de Portland. Il avait également développé ce qu'il aimait appeler des compétences en piratage éthique, trouvant des failles de sécurité et les signalant aux entreprises avant que des pirates informatiques ne puissent les exploiter. Edward Keane, Nico dit en décrochant, mec, ça fait quoi, 5 ans?
Un truc comme ça. J'ai besoin d'une faveur, Nico. Un gros problème. Édouard expliqua la situation. Nancy, Kyle, les abus, ses déplacements dès que les autorités s'en approchaient trop. J'ai besoin de tout savoir sur elle, dit Édouard. Où elle a vécu, quel nom elle utilisait, quelles aides sociales elle a perçues, tout. C'est une ligne juridique assez ténue, mec. Elle maltraite une fillette de 11 ans depuis des années. Le système la laisse tomber sans cesse, car Nancy disparaît avant que quiconque puisse monter un dossier. Nico resta silencieux un instant. Envoie-moi ce que tu sais. Nom, date, adresse, numéro de sécurité sociale si tu l'as. Je vais voir ce que je peux trouver dans les archives publiques. Merci, Nico. Mais Édouard, si je trouve des preuves de crime, je ne les garderai pas secrètes. Ces informations seront transmises aux autorités. C'est exactement ce que je veux. Ensuite, Édouard appela son dentiste. Le rendez-vous de Kyle était lundi, et les résultats étaient inquiétants. 3 caries nécessitant une attention immédiate, plus des signes de négligence dentaire de longue date. Le docteur Peterson dit qu'elle n'avait vu aucun dentiste depuis des années. La réceptionniste lui a répondu, peut-être jamais. Les signes de caries suggèrent un manque chronique de soins. Édouard a demandé des copies de tous les dossiers et des radiographies. Puis il a appelé son médecin de famille. L'examen physique de Kyle avait révélé une insuffisance pondérale significative pour son âge et sa taille. Les analyses sanguines ont révélé des carences en fer et en vitamines D compatibles avec une malnutrition. Le docteur Romano souhaite la revoir dans 2 semaines. L'infirmier a dit qu'il était préoccupé par sa croissance. Il a ajouté des documents supplémentaires pour le dossier qu'Édouard était en train de constituer. Dimanche après-midi, Nico a rappelé. Mec, ta belle-sœur a été très occupée. J'ai trouvé des documents attestant qu'elle a vécu à au moins 6 adresses différentes dans 3 États au cours des 4 dernières années. 6 adresses, Portland, Bend, Salem, Corvallis et 2 endroits différents à Medford. Et voilà le plus intéressant, elle a déposé une demande d'aide sociale à chacune d'elles. Édouard a senti son pouce accélérer. Quel genre d'aide? Prestation SNAP, crédit d'impôt pour enfants, WIC, aide au logement. Mais c'est là que ça devient étrange. Certaines de ces aides se chevauchent. Elle déclarait résider à Portland tout en recevant des prestations à Bend. C'est ça. Fraude. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Elle prétend que Kyle a des besoins particuliers pour obtenir des prestations supplémentaires. Besoins particuliers, troubles de l'apprentissage, troubles du déficit de l'attention, retard de développement. J'ai trouvé 3 demandes différentes où elle prétendait avoir des diagnostics différents, mais je ne trouve aucun dossier médical pour les étayer. Édouard serra le téléphone plus fort. Elle utilise sa propre fille pour commettre une fraude à l'aide sociale. On dirait bien. Et Édouard, les sommes ne sont pas négligeables. On parle de dizaines de milliers de dollars au cours des dernières années. Pouvez-vous le prouver? Je peux documenter les registres publics, les demandes, les adresses, les demandes qui se chevauchent. Que cela suffise pour des poursuites dépend de la compétence des enquêteurs. Et ce Tanner? Avez-vous trouvé quelque chose sur lui? Tanner Rusk? Oui, je l'ai trouvé. Il a un casier judiciaire. Agression, violence conjugale, conduite sous influence. Il a été arrêté 4 fois en 3 ans. Édouard ferma les yeux. Nancy avait emménagé avec un homme ayant des antécédents de violence et avait amené sa fille de 11 ans. Nico, j'ai besoin que tu rassembles tout ça, tout ce que tu as trouvé. Fais en sorte que ça ait l'air professionnel, comme un vrai rapport d'enquête. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je vais m'assurer que les bonnes personnes le voient. Lundi matin, Édouard a reçu un appel de Janet Mills des services sociaux. Monsieur Keane, nous avons un problème. Nous ne trouvons pas Nancy Anne. Que voulez-vous dire? L'adresse qu'elle a donnée en déposant sa fille n'existe pas. Nous avons vérifié auprès des hôtels du coin, des agences de location, rien. C'est comme si elle avait disparu. Édouard n'était pas surpris. Elle est probablement chez son petit ami. As-tu ses coordonnées? Tanner Rusk. Je n'ai pas d'adresse, mais je peux en obtenir une. Il a rappelé Nico. En 1 heure, Nico avait trouvé 2 adresses possibles pour Tanner, un immeuble d'appartements au sud d'Eugène et une maison qu'il avait louée 6 mois auparavant.
Edward est passé devant les deux endroits en voiture. L'immeuble était un endroit délabré avec des équipements de jeux cassés et des voitures sur des blocs sur le parking. La maison était dans un état légèrement meilleur. Le quartier semblait négligé, avec un jardin envahi par la végétation, de la peinture écaillée, des journaux empilés sur le porche et la maison. Edward a aperçu le Honda Park de New York dans l'allée. Il a appelé les services de protection de l'enfance et lui a donné l'adresse. Le soir même, Janet Mills l'a rappelé. « Nous sommes allés à la maison », a-t-elle dit. Nancy n'était pas là, mais nous avons parlé à Tanner-Rusk. Il a confirmé qu'elle y séjournait, mais il a dit qu'elle avait quitté la ville hier pour un entretien d'embauche. L'avez-vous cru? Honnêtement, non, mais nous ne pouvons pas entrer de force chez lui sans mandat, et nous n'avons pas encore suffisamment de preuves. Qu'en est-il de ce que Kyle m'a dit? Et de l'enregistrement? Il est utile, mais il nous en faut plus. Le témoignage d'un enfant seul ne suffit pas toujours, surtout lorsqu'il est si jeune et traumatisé. Nous avons besoin de preuves corroborantes. Edward a raccroché, frustré. Nancy jouait à des jeux, se cachait, utilisait les limites du système contre lui-même. Pendant ce temps, Kyle demandait chaque jour quand sa mère reviendrait, tiraillé entre la peur et l'amour compliqué de ses enfants. Je compatis même avec les parents violents. Elle me manque. Kyle lui avait dit la veille. Je sais que c'est bizarre. Ce n'est pas bizarre, avait dit Edward. C'est ta mère. C'est normal qu'elle te manque et qu'elle te fasse peur en même temps. Mais qu'elle te manque ou non, Kyle était en meilleure santé chaque jour passé chez Edward. Elle avait pris 1,5 kg en 3 semaines. Elle dormait mieux, parlait davantage, riait même de temps en temps lorsqu'il s'entraînait à lancer une balle de baseball dans le jardin. Edward n'allait pas laisser Nancy anéantir ses progrès. Mercredi, Nico avait constitué un dossier complet sur les activités de New York. Edward était assis dans sa cuisine, étalant des documents sur la table, stupéfait par l'ampleur de sa tromperie. Elle organise cette arnaque depuis au moins 5 ans, avait dit Nico au téléphone. Peut-être plus longtemps. Regardez la page 12. C'est là que j'ai trouvé le schéma. Edward a trouvé la page. C'était une chronologie montrant les déménagements de New York, les demandes d'allocation et les changements d'adresse. Elle déménageait dans une nouvelle ville, demandait une aide d'urgence, prétendant être sans abri ou fuyant. La violence domestique, obtenir un logement temporaire et des bons d'alimentation, puis déménager à nouveau avant que les assistants sociaux puissent assurer le suivi. Elle invoque différents handicaps pour Kyle à chaque endroit. Nico a continué, à Portland, elle a dit que l'enfant souffrait de TDAH. À Salem, c'était un trouble d'apprentissage. À Bend, elle a invoqué des retards de développement, mais aucun dossier médical ne le confirmait. D'accord. Et voilà la preuve irréfutable. J'ai trouvé des emails. Des emails. Elle a utilisé le même compte Gmail pour toutes ses demandes d'allocation. Google est plutôt doué pour tout archiver. Certains de ces emails sont adressés à Tanner et lui parlent de l'arnaque. Le pouls d'Edward s'est accéléré. Que disent-ils? Citation, le système des besoins spéciaux fonctionne très bien. J'ai reçu $300 de plus ce mois-ci juste pour avoir coché les bonnes cases sur les formulaires. Cela remonte à 8 mois. Elle admet la fraude par écrit. Ça va mieux. Il y en a un autre où elle lui parle de trouver des médecins qui ne posent pas trop de questions. Citation, Dr William a approuvé le programme TDAH sans même la tester. Ces gens s'en fichent tant que leurs papiers sont en règle. Edward se sentit mal. Nancy cherchait des médecins corrompus pour entériner un faux diagnostic pour sa propre fille. Nico, peux-tu officialiser ça? Comme un vrai rapport d'enquête? Je peux le faire de manière professionnelle. Des graphiques, des chronologies, des documents, mais Edward, il faut que ça soit transmis aux forces de l'ordre. On parle de crimes fédéraux. Je sais, mais je veux être sûr que ça tombe entre de bonnes mains. Edward réfléchissait à cette partie du plan depuis des jours. Les services de protection de l'enfance étaient surchargés de travail et sous-financés. La police locale pourrait ne pas comprendre l'ampleur de la fraude. Il avait besoin de quelqu'un qui prenne l'affaire au sérieux, quelqu'un qui ait les ressources pour monter un vrai dossier. Mais il avait aussi besoin de la pression publique. Jeudi matin, Edward a appelé la division des fraudes du DHS de l'Oregon. Il a parlé à une enquêtrice nommée Rebecca Torres, spécialisée dans les affaires de fraude aux prestations sociales. De combien parlons-nous? Torres a demandé après Edward,
lui a donné un aperçu. Estimation prudente, 60 000 $ sur 4 ans. Mais cela pourrait être plus si elle faisait ça depuis plus longtemps. C'est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Pouvez-vous m'envoyer ce que vous avez? Je pourrais faire mieux. Je peux vous l'apporter en personne. Vendredi après-midi, Édouard était assis dans le bureau de Rebecca Torres à Salem, la regardant feuilleter le rapport de Nico. C'était une femme d'une quarantaine d'années, à l'œil vif, qui avait clairement vu son lot de cas de fraude aux prestations sociales. C'est un travail impressionnant, a-t-elle dit. Très minutieux. Qui a compilé ça? Un ami qui travaille dans l'informatique. Tout vient de documents publics. Les preuves par courriel sont particulièrement accablantes. Savez-vous si elle commet toujours activement des fraudes? Elle est à Eugène depuis 3 semaines. Je serais surpris qu'elle n'ait pas demandé d'aide d'urgence. Torres a pris note. Nous vérifierons. Monsieur Keane, je tiens à vous dire que des affaires comme celle-ci peuvent prendre des mois à être jugées. La justice tourne lentement. Je comprends, mais ce sont des preuves solides. Si même la moitié de ces preuves sont vérifiées, elle risque une lourde peine de prison. C'est ce qu'Édouard voulait entendre. Son prochain arrêt était les bureaux de l'Eugène Weekly, un journal local qui couvrait la politique et les questions sociales. Édouard avait fait des recherches et découvert qu'un journaliste nommé Jude Morano avait écrit plusieurs articles sur les fraudes gouvernementales et les manquements de la protection de l'enfance. Morano était plus jeune qu'Édouard ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, et avait l'ardeur et l'intensité de quelqu'un qui croyait encore que le journalisme pouvait changer le monde. Il a dit que cela impliquait des fraudes à l'aide sociale et des maltraitances envers les enfants. Morano a demandé après qu'Édouard lui ait donné les bases. Les deux. La fraude était le moyen, mais les maltraitances envers les enfants étaient le résultat. Elle traînait sa fille d'un endroit à l'autre, l'utilisant comme un instrument pour obtenir de l'argent du gouvernement, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour que les écoles ou les médecins interviennent. Édouard lui a montré des extraits du rapport de Nico, la chronologie, les demandes d'allocation qui se chevauchaient, le faux diagnostic médical. C'est important, a déclaré Morano. Mais je dois tout vérifier de manière indépendante, parler à des sources, confirmer les dossiers. Je comprends. Et je veux interroger l'enfant si possible. Édouard a secoué la tête. Elle en a assez souffert, mais je peux vous fournir des documents sur son état lorsqu'elle est venue me voir. Dossiers médicaux, dossiers scolaires, déclaration de des professionnels qui l'ont évalué. Ça pourrait marcher. Morana se laissa aller dans son fauteuil. Monsieur Keane, puis-je vous demander pourquoi vous me confiez cette affaire au lieu de laisser les forces de l'ordre s'en occuper? Édouard avait réfléchi à cette question, car j'ai vu comment fonctionne le système. Les affaires sont noyées dans la bureaucratie. Les procureurs négocient des peines jusqu'à la corde. Les enfants passent entre les mailles du filet tandis que leurs agresseurs ont une seconde chance. Et vous pensez que la pression médiatique aidera? Je pense que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Morano sourit. J'aime ça. Donnez-moi une semaine pour vérifier ce que vous m'avez montré. Si c'est vrai, je publierai l'article. Le mardi suivant, Édouard a reçu un appel de l'inspectrice Elena Trigg du département de police d'Eugène. Elle était spécialisée dans les crimes contre les enfants et avait été chargée d'enquêter sur l'affaire Kyle. Monsieur Keane, j'ai cru comprendre que vous aviez déposé une plainte pour maltraitance et négligence envers les enfants. C'est exact. J'aimerais vous rencontrer, vous et l'enfant. Ça vous conviendrait aujourd'hui? Cet après-midi serait parfait. L'inspectrice Trigg est arrivée à 15 heures. C'était une femme sérieuse, la trentaine avancée, aux cheveux grisonnants et au regard fatigué qui laissait penser qu'elle en avait trop vu, mais son attitude envers Kyle était douce et patiente. Salut Kyle. Je suis l'inspectrice Trigg. Je travaille avec des enfants blessés ou effrayés. Ton oncle Édouard m'a appelé parce qu'il s'inquiète pour toi. Kyle a regardé Édouard, qui a hoché la tête d'un air encourageant. Je veux te poser quelques questions sur ta mère et sur l'endroit où tu vivais avant ton arrivée. Ça te va? Pendant l'heure qui a suivi, l'inspectrice Trigg a soigneusement expliqué son histoire à Kyle. Elle a utilisé des techniques qu'Édouard connaissait grâce aux émissions de télévision, questions ouvertes. Pas de langage suggestif ni suggestif. Des pauses fréquentes lorsque Kyle semblait dépassé. L'histoire qui en est ressortie était encore pire que celle que Kyle avait initialement racontée à Édouard. Plus de détails sur la violence de Tanné. Plus d'incidents où elle était laissée seule.
Des histoires sur Nancy qui lui apprenaient quoi dire aux médecins et aux enseignants. Kai, ta mère t'a-t-elle déjà dit de dire que tu avais des difficultés d'apprentissage ou d'attention? Oui. Elle a dit que j'avais un TDA. Elle m'a appris quoi dire aux médecins. Que vous a-t-elle appris à dire? Que je ne tenais pas en place à l'école, que je ne me souvenais pas de certaines choses, que j'étais facilement confuse. Mais était-ce vrai? Kai avait l'air perplexe. Je ne sais pas, maman a dit que c'était vrai. L'inspectrice Trigg a soigneusement pris des notes tout au long de l'interrogatoire. Une fois terminée, elle a demandé à Edward de la raccompagner à sa voiture. Cet enfant a été systématiquement entraîné à mentir aux figures d'autorité. Elle a dit, il va falloir des mois de thérapie pour défaire ce conditionnement. Et ensuite? Je vais constituer un dossier et le présenter au procureur. Maltraitance, négligence, possible mise en danger d'enfants. La fraude à l'aide sociale ne relève pas de ma compétence, mais je coordonnerai avec le DHS. Les risques de prison pour Nancy, honnêtement, étaient-ils sans preuves corroborantes autres que le témoignage de l'enfant? Difficile à dire. Les avocats de la défense sont très doués pour contester la crédibilité des enfants témoins, surtout ceux qui ont été entraînés à mentir. Edward a sorti un épais dossier. Et si je vous disais que j'avais des preuves corroborantes? Il lui tendit des copies de tout ce que Nico avait compilé. Les demandes d'allocation frauduleuses, le faux diagnostic médical, les courriels avouant l'escroquerie, la chronologie montrant les mouvements de New York dès que les autorités s'approchaient. L'inspectrice Trigg feuilleta les documents, haussant les sourcils à chaque page. Où avez-vous trouvé ça? Un ami qui travaille dans l'informatique. Tout vient des archives publiques. C'est considérable. Et ce n'est que le début. Elle fait ça depuis des années, probablement dans plusieurs États. Kai n'est peut-être pas sa seule victime. Monsieur Keane, ça change tout. Ce n'est plus seulement de la maltraitance infantile. C'est une fraude organisée et systématique, avec maltraitance infantile comme composante. On parle d'accusation fédérale. Combien de temps faudra-t-il pour monter un dossier avec ce niveau de documentation? Pas longtemps. Je vais me coordonner avec l'unité des crimes en col blanc du FBI et les enquêteurs du DHS. Nous devrions avoir assez d'éléments pour des mandats d'arrêt d'ici une semaine. Ce soir-là, Jude Morano a appelé. J'ai vérifié la plupart de ce que vous m'avez montré, a-t-il dit. Les demandes d'allocation, les adresses, les dossiers médicaux. Tout est vrai. Tu vas publier l'histoire. Je vais publier l'histoire. Mais je veux te prévenir. Ça va être énorme. Fraude à la protection de l'enfance, maltraitance systématique, agence gouvernementale qui ne protège pas un enfant vulnérable. Ça va attirer l'attention. Bien. L'histoire paraîtra dans le journal de demain et sera en ligne à minuit ce soir. Tu devrais peut-être préparer ta nièce à l'attention médiatique. Edward le remercia et raccrocha. Il trouva Kai dans le salon en train de faire ses devoirs. Elle rattrapait son retard scolaire. Edward avait engagé un tuteur pour l'aider à rattraper les bases qu'elle avait manquées. Kai, j'ai quelque chose à te dire. Elle leva les yeux de son devoir de maths. Ai-je des ennuis? Non, mais demain, il y aura un article dans le journal sur toi et ta mère. Son visage pâlit. Quel genre d'histoire? Sur ce qui t'est arrivé? Sur ta mère qui prenait de l'argent qu'elle n'était pas censée prendre? Sur le fait que tu n'étais pas en sécurité en vivant avec elle? Les gens sauront-ils que c'est à propos de moi? L'histoire ne mentionnera pas ton nom, mais certains pourraient le découvrir. Des larmes coulèrent sur ses joues. Maman le verra-t-elle? Probablement. Elle va être tellement en colère. Edward s'assit à côté d'elle sur le canapé. Kai, ta mère va m'en vouloir. Pas à toi. Rien de tout ça n'est ta faute. Mais je t'ai dit des choses. Je n'étais pas censé les dire. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as été courageuse et tu as dit la vérité. C'est ce que font les bonnes personnes. Que va-t-il lui arriver? Edward choisit ses mots avec soin. Elle va probablement avoir des ennuis. Le genre d'ennui où les adultes doivent aller au tribunal et peut-être aller en prison. Pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est au juge de décider. Kai s'essuya les yeux. La reverrai-je un jour? La poitrine d'Edward se serra. Malgré tout ce que Nancy avait fait, elle était toujours la mère de cet enfant.
Les sentiments de Kyle à son égard étaient complexes et douloureux. Je ne le sais pas non plus, mais je te le promets. Tu ne reverras jamais cette situation. Tu ne subiras plus jamais une telle souffrance. Comment le sais-tu? Parce que je ne laisserai pas cela arriver. À minuit, l'article de Jude Morano a été mis en ligne sur le site web d'Eugène Weekly. Edouard l'a lu sur son téléphone, impressionné par le travail minutieux du journaliste. Le titre était « Le système qui a laissé tomber Kyle ». Comment une mère a exploité les programmes d'aide sociale tout en maltraitant sa fille. L'article exposait les pratiques frauduleuses de New York avec des détails accablants. Les fausses adresses, les demandes d'allocations qui se chevauchent, le diagnostic médical guidé. Il citait des sources anonymes issues d'écoles et de services sociaux qui admettaient avoir soupçonné des abus, mais n'avaient jamais eu suffisamment de preuves pour agir. Mais le passage le plus marquant était la description clinique de l'état de Kyle à son arrivée chez Edouard. Insuffisance pondérale, peureuse, délaissée sur le plan scolaire, présentant des signes évidents de traumatisme à long terme. L'article se terminait par une condamnation plus large d'un système qui permettait à des prédateurs comme Nancy de passer entre les mailles du filet tandis que leurs victimes souffraient en silence. Le BY Morning avait repris l'histoire dans les journaux de Portland et sur plusieurs sites d'information. Le téléphone d'Edouard s'est mis à sonner à 7 heures du matin. Des journalistes souhaitaient des interviews, des agents du CPS souhaitaient des nouvelles, des citoyens inquiets souhaitaient savoir comment ils pouvaient aider T8. L'inspecteur Trigg a appelé, « Avez-vous vu les reportages ?» « Oui, mon téléphone a sonné toute la matinée. » Le procureur veut accélérer l'affaire. Le FBI veut coordonner une enquête conjointe. Le DHS lance un examen complet de l'historique des prestations sociales de New York sur 10 ans. C'est bien, non? C'est très bien. La pression publique fonctionne, Monsieur Keene. Quand les gens sont attentifs, le système avance plus vite. À 9 heures, Rebecca Torres, de la division des fraudes du DHS, a appelé. Monsieur Keene, je voulais vous informer que nous avons retrouvé Nancy Ann. Le pouls d'Edouard s'est accéléré. Où? Elle a demandé une aide d'urgence à Eugène il y a 3 jours. Elle a utilisé l'adresse d'Anna Rusk. Elle a prétendu fuir des violences conjugales avec sa fille handicapée. Même si sa fille n'est pas avec elle, C'est une fraude sur une autre. Nous coordonnons nos efforts avec la police pour exécuter un mandat cet après-midi. À 10 heures, le téléphone d'Edouard a sonné, un numéro qu'il a reconnu. Nancy. Edouard. Sa voix était serrée par la rage. Que as-tu fait? J'ai protégé ma nièce. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit la tienne. Je viens de le documenter. Cet article de journal est plein de mensonges. Quelle partie est le mensonge, Nancy? La partie où tu prétends que Kyle était handicapé pour gagner plus d'argent? La partie où tu l'as laissé seul pendant des jours? La partie où tu as laissé ton petit ami la frapper? Silence. Tu ne peux rien prouver de tout ça. En fait, si. J'ai tes emails, Nancy. Ceux où tu te vantes auprès de Tanné d'avoir déjoué le système. J'ai des dossiers médicaux montrant la malnutrition de Kyle. J'ai des dossiers scolaires montrant ses absences. J'ai des enregistrements d'elle me racontant exactement ce que tu lui as fait. Tu as monté ma propre fille contre moi. Elle n'a jamais été contre toi. Elle avait peur de toi. Il y a une différence. Je suis sa mère. Non, dit Edouard. Tu es une prédatrice qui lui a donné naissance par hasard. Il y a une différence. La voix de New York se réduisit à un murmure. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Quand je sortirai de camp je prouverai que tu mens, je te ferai payer. Nancy, quoi? Tu ne t'en sortiras pas. Il a raccroché 2 heures plus tard. L'inspecteur Trigg a appelé. Nous avons arrêté Nancy Aven à 12h30 cet après-midi. Plusieurs chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, négligence, fraude à l'aide sociale, falsification de documents. Elle est détenue sans caution en attendant sa comparution. Edouard ferma les yeux et sentit une douleur dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, il pouvait respirer pleinement. Que se passe-t-il maintenant? Nous montons un dossier. Grâce aux preuves que vous avez fournies et à l'attention médiatique, le procureur est confiant que nous pouvons obtenir une condamnation pour tous les chefs d'accusation. Combien de temps cela prendra-t-il? 6 mois, peut-être moins si elle accepte un arrangement, ce qu'elle fera probablement.
Édouard a trouvé Kyle dans le jardin en train de lancer une balle de tennis au chien du voisin qui aimait venir lui rendre visite à travers une ouverture dans la clôture. Et, dit-il en s'asseyant sur les marches. Elle s'assit à côté de lui. Maman est en prison. Oui. Pour combien de temps? On verra bien. Kyle était-je resté silencieuse un instant. Es-tu triste? Non. Es-tu triste? Je ne sais pas. Je crois que j'ai surtout peur. De quoi? Qu'elle sorte et revienne. Édouard passa un bras autour de ses épaules frêles. Elle ne reviendra pas, Kyle. Pas pour te faire du mal. Promis. Ils étaient assis ensemble sous le soleil de l'après-midi, regardant le chien du voisin courir après la balle de tennis à travers le jardin. Pour la première fois depuis que Nancy avait déposé Kyle, Édouard avait l'impression qu'ils étaient peut-être en sécurité. La mise en accusation était prévue pour jeudi matin. Édouard avait prévu d'y assister, mais l'inspecteur Trigg l'a appelé mercredi soir pour lui annoncer une nouvelle inattendue. Nancy a payé la caution. Elle a dit que le sang d'Édouard s'était glacé. Aïe. Son petit ami, Tanner Rusk, avait donné sa maison en garantie. Je pensais qu'elle était détenue sans caution. Le juge a fixé une amende élevée de $50 000, mais pas insurmontable. Son avocat a soutenu qu'elle ne risquait pas de fuir puisque sa fille était à Eugène. Édouard a attrapé le téléphone. Elle va s'enfuir. Peut-être qu'on a fait intercepter son passeport et qu'elle. Elle doit se présenter quotidiennement à un agent de la maison d'arrêt. Mais Édouard, tu dois faire attention. Elle t'a accusé spécifiquement de tout ce qui s'est passé. Que veux-tu dire? Lors de la mise en accusation, elle a dit au juge que tu avais manipulé sa fille pour qu'elle mente. Elle prétend que tu essaies de lui voler Kyle par vengeance. Son avocat a déposé une requête en garde à vue d'urgence. Édouard sentait la rage monter en lui. Même face à la prison, Nancy continuait à jouer à des jeux, à essayer de manipuler le système. Pourrait-elle obtenir la garde? Probablement pas vu les accusations. Mais cela montre qu'elle n'a pas fini de se battre. Surveille-la. Édouard raccrocha et se dirigea vers la chambre de Kyle. Elle dormait, l'air enfin apaisé après des semaines de cauchemars. Il n'allait pas laisser Nancy briser cette paix. Jeudi soir, alors qu'Édouard préparait le dîner, quelqu'un frappa à sa porte d'entrée. Il regarda par le Judas et vit Nancy debout sur son porche. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée, avec des cernes. Édouard ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer. Nancy. Édouard. Sa voix était calme. Contrôlée. Je pense qu'il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. On doit parler de Kyle. Kelly ne te concerne plus. Le masque de New York a légèrement glissé. C'est ma fille. C'est une enfant que tu as maltraitée, négligée et utilisée pour commettre des fraudes. Les tribunaux décideront de son sort. Les tribunaux verront à travers tes mensonges. Édouard s'appuya contre le chambranle de la porte. Quels sont ces mensonges, Nancy? Le dossier médical montrant qu'elle était mal nourrie. Le dossier scolaire montrant qu'elle était négligée sur le plan scolaire. Les enregistrements d'elle décrivant comment Tanner la frappait sous tes yeux. Elle a 11 ans. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle comprend que tu l'as entendu. Nancy s'est rapprochée. Tu l'as montée contre moi. Je lui ai donné un endroit sûr pour dire la vérité. Tu l'as manipulée. Je l'ai nourrie. Je lui ai prodigué des soins médicaux. Je l'ai inscrite à l'école. Des choses que tu n'as jamais faites. Le sang-froid de New York s'est complètement effondré. Espèce de salaud moralisateur. Tu te crois tellement meilleur que moi. Je pense que je suis quelqu'un qui ne maltraite pas les enfants. Je ne l'ai jamais maltraité. Tu l'as laissé seul pendant des jours. Je travaillais. Tu as laissé ton petit ami la frapper, Tanner? Jamais. J'ai des enregistrements, Nancy. Ces mots décrivant exactement ce qu'il lui a fait pendant. Que tu regardais. Elle ment. Les dossiers médicaux ne mentent pas. Les bleus ne mentent pas. Tes propres emails ne mentent pas. Le visage de New York se tordit de rage. Tu n'es rien. Tu n'es personne. Un entrepreneur raté qui vit seul parce que personne ne te supporte. Édouard se redressa. Et tu vas aller en prison. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra jamais.
Je prendrai un bon avocat. Je prouverai que Kay a été coaché. Tu vas quoi? Disparaître à nouveau. Déménager dans un autre état et recommencer. C'est trop tard pour ça, Nancy. Trop de gens regardent maintenant. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Je sais exactement à quoi j'ai affaire. Une femme qui a passé des années à maltraiter systématiquement sa fille et à frauder le gouvernement. Une femme qui a déménagé. A placé dès que les autorités s'en approchaient. Une femme qui avait entraîné une enfant de 11 ans à mentir au médecin pour toucher des prestations d'invalidité. Nancy tremblait de rage. Quand je prouverai que tu mens? Quand tu prouveras que je mens sur quoi? Sur le fait que Kay pesait 29 kg à son arrivée ici. Sur le fait qu'elle n'avait pas vu de dentiste depuis 3 ans. Sur le fait qu'elle avait 2 classes de retard parce que tu l'avais mutée pour éviter les enquêtes d'absentéisme. Quand je sortirai de là, tu ne sortiras pas de là. La voix d'Édouard était froide. Sans appel. Tu vas aller en prison, Nancy, pour longtemps. Et Kay ne reviendra jamais vers toi. Nancy recula, le visage pâle. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne t'ai pas fait ça. Tu t'es fait ça à toi-même. De l'intérieur de la maison, Édouard entendit des pas. Kay apparut dans le couloir, attiré par les voix. Maman, murmura-t-elle. L'expression de New York changea instantanément, devenant douce et suppliante. Petite fille, viens ici, ma chérie. Maman est là. Kay fit un pas en avant, puis s'arrêta. Son regard alterna entre Nancy et Édouard, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Viens, ma puce. Nancy continua. Rentrons à la maison. Elle est à la maison, dit Édouard fermement. Nancy l'ignora. Kay. Oncle Édouard a raconté des mensonges sur maman. Mais ce n'est pas grave. On va arranger ça. Kay secoua lentement la tête. Je ne veux pas retourner chez Tanné. Le masque de New York tomba à nouveau. On n'y retournera pas. On va aller quelque part de nouveau. Juste toi et moi. Je ne veux plus déménager. Parfois, il faut déménager, ma puce. Tu le sais. La voix de Kyle était faible mais claire. J'ai raconté à oncle Édouard ce qu'avait fait Tanné, le fait d'être seul, que tu avais dit que j'étais malade alors que ce n'était pas le cas. Le visage de New York devint blanc. Chérie, tu as mal compris. Je ne me suis pas trompé. Je me souviens. Tu es confuse. Oncle Édouard t'a embrouillé. Kay recula vers Édouard. Non, je me souviens. Tout. Nancy regarda sa fille. Elle la regarda vraiment pour la première fois. Kay avait pris du poids. Son teint était plus beau. Elle se tenait plus droite. Elle paraissait en bonne santé. Heureuse que tu l'aies retournée contre moi, murmura Nancy. Je l'ai protégée. Édouard répondit que la rage de New York était revenue en force. Tu vas le regretter. Quand je prouverai que tu mens, quand je la récupérerai, tu ne la reverras plus jamais. Nancy, quoi? Tu as toujours dit ça. Cette fois, c'est hermétique. Elle le fixa, son visage oscillant entre émotion, rage, peur, désespoir. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit-elle finalement. Je sais exactement ce que j'ai fait. Nancy se retourna pour partir, puis se retourna. Ce n'est pas fini. Si. Elle se dirigea vers sa voiture, les mains tremblantes. Édouard la regarda s'éloigner, puis se retourna pour trouver Kay derrière lui. Tu vas bien, demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle paraissait différente. Plus petite que ça? Plus triste. Édouard s'agenouilla à sa hauteur. Comment vous sentez-vous? Effrayée, mais elle peinait à trouver le mot. Libre. Édouard la prit dans ses bras. Tu es libre. Tu n'as plus à avoir peur. Mais même en le disant, il savait que Nancy n'en avait pas fini. Les désespérés font des choses désespérées. Et Nancy Anne était à court d'options. Point. 20 minutes plus tard, les sirènes de police retentirent dans le quartier. Édouard regarda par la fenêtre et vit 3 voitures de patrouille s'arrêter devant chez lui. L'inspecteur Trigg sortit de la voiture de tête et se dirigea vers sa porte. Monsieur Keane, nous venons d'arrêter Nancy Abin. Pourquoi? Violation des conditions de sa libération sous caution.
Elle était censée rester loin de vous et de Kyle. Son agent de probation surveillait son téléphone. Elle a appelé son avocat depuis votre allée. Elle a dit qu'elle allait s'en occuper elle-même. Edward sentit un soulagement l'envahir. Donc, elle est de retour en prison. Elle est de retour en prison et cette fois, pas de caution. Le juge ne va pas apprécier qu'elle ait violé les conditions de sa libération. Le procès était prévu pour février. Mais l'avocat de New York a contacté le procureur en décembre avec une offre de plaidoyer. Elle plaiderait coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une réduction de peine. Edward était assis dans le bureau du procureur avec Kyle et l'inspecteur Trigg pendant que la procureure Patricia Andry lui expliquait l'offre. Elle est prête à plaider coupable de maltraitance, de négligence, de fraude à l'aide sociale et de falsification de documents. En échange, nous abandonnons les accusations de mise en danger d'enfants et acceptons des peines concurrentes plutôt que consécutives. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Edward a demandé une peine de 12 à 14 ans, avec possibilité de libération conditionnelle dans 8 ans. Edward regarda Kyle, assise tranquillement à côté de lui. À 12 ans, elle avait grandi de 7,5 cm et pris 7 kilos depuis qu'elle vivait avec lui. Elle avait d'excellentes notes à l'école et s'était fait 2 amis proches. Les cauchemars avaient presque cessé. Qu'en penses-tu, lui demanda-t-il. Je ne veux pas avoir à témoigner au tribunal, dit-elle doucement. Si nous acceptons l'accord de plaidoyer, tu n'auras pas à le faire. Alors je pense que nous devrions l'accepter. Edward se tourna vers le procureur. Nous acceptons. L'audience de détermination de la peine eut lieu par un froid lundi matin de mars. Edward et Kyle étaient assis au premier rang de la galerie tandis que Nancy, vêtue d'une combinaison orange et menottée, se tenait devant le juge Richardson. Madame A.S. Le juge dit, vous avez plaidé coupable de maltraitance infantile systématique et de fraude à l'aide sociale pendant plusieurs années dans plusieurs États avant que je ne vous impose la peine. Avez-vous quelque chose à dire? L'avocat de New York l'avait clairement coaché. Elle exprimait des remords, affirmait avoir été aux prises avec des problèmes personnels. Affirmait aimer sa fille et n'avoir jamais voulu lui faire de mal, mais Edward voyait clair dans sa performance. Nancy disait ce qu'elle pensait que le juge voulait entendre, rien de plus. Le juge Richardson n'y croyait pas non plus. Madame, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu un schéma aussi calculé d'exploitation d'enfants. Vous avez utilisé votre propre fille comme un outil pour frauder les programmes d'aide sociale. Vous l'avez exposée à la violence domestique. Vous avez négligé ses besoins médicaux et éducatifs. Vous l'avez entraînée à mentir aux professionnels de la santé. Nancy a gardé la tête basse. Plus troublant encore. Vous ne montrez aucune réelle compréhension du préjudice que vous avez causé. Vos déclarations d'aujourd'hui semblent répétées et intéressées. Le juge marqua une pause, relisant ses notes. L'accusation a recommandé une peine de 12 à 14 ans. Je trouve cette recommandation insuffisante compte tenu de l'ampleur et de la durée de vos crimes. Edward sentit son pouce accélérer. Nancy Ann, je vous condamne à 18 ans de prison. Vous êtes incarcéré au pénitencier de l'État de l'Oregon, avec possibilité de libération conditionnelle dans 12 ans. Vous êtes également condamné à verser une indemnisation intégrale à l'État pour les prestations frauduleuses perçues, estimées à 78 000 $. New York a fléchi. Son avocat l'a aidé. Le juge a ajouté, je mets fin à vos droits parentaux sur Kyle A.S. avec effet immédiat. Monsieur Edward Keene, en tant que tuteur actuel de l'enfant, vous bénéficiez par la présente de la tutelle légale permanente avec le droit de demander l'adoption si vous le souhaitez. Edward sentit Kyle lui serrer la main. L'audience est levée. Tandis qu'on emmenait Nancy, elle se retourna pour regarder Kyle. Son expression était indéchiffrable. Mi-colère, mi-regret, mi-amour. Kyle ne détourna pas le regard, mais ne lâcha pas non plus la main d'Edward. À l'extérieur du tribunal, l'inspectrice Trigg lui serra la main. Justice rendue, dit-elle. Enfin, une autre bonne nouvelle. Tu te souviens de Chesa Aaron, la femme qui a aidé Nancy à falsifier des documents? Edward hocha la tête. Elle aussi accepta un arrangement. Plus de 3 ans de coopération pour identifier d'autres fraudes. Et Tanner Rusk a été arrêté dans l'Idaho la semaine dernière pour agression. La victime était sa nouvelle petite amie. Edward n'était pas surpris. Les hommes comme Tanner ne changeaient pas. Ce soir-là, Edward était assis avec Kyle à la table de la cuisine, l'aidant à faire ses devoirs. C'était une routine qu'ils avaient prise chaque soir après le dîner.
Ils travaillaient ensemble sur ses devoirs. Edward, dit-elle en levant les yeux de sa feuille de maths. Oui, tu vas m'adopter? Tu t'attendais à cette question. Tu veux que je le fasse? Je pense que oui. Mais et si tu changes d'avis? Et si tu en as assez de t'occuper de moi? Edward posa son crayon et la regarda. Kay, je ne vais nulle part. Que je t'adopte officiellement ou non, tu fais partie de ma famille maintenant. Rien ne changera. Promis? Promis? Elle sourit et retourna à ses maths. Edward la regardait travailler, émerveillé par le chemin parcouru. L'enfant effrayée et silencieuse qui avait frappé à sa porte était devenue une enfant sûre d'elle et curieuse, qui posait des questions et riait à ses mauvaises blagues, et n'hésitait pas à le contredire lorsqu'elle pensait qu'il avait tort. Nancy avait tenté de la briser, mais sans succès. Kay était plus forte que sa mère ne l'avait jamais cru. 4,6 mois plus tard, Edward se présentait devant un panel de législateurs de l'État de Salem, témoignant des lacunes du système de protection de l'enfance. Il avait été invité à s'exprimer après que les articles de Jude Morano sur l'affaire de New York eurent suscité des appels à la réforme. Le problème n'est pas que nous n'avons pas de loi pour protéger les enfants, a déclaré Edward au panel. Le problème est que nous n'avons pas de système pour faire appliquer ces lois dans toutes les juridictions. Il a expliqué comment Nancy avait exploité le manque de communication entre les agences de l'État, se déplaçant d'un endroit à l'autre dès que les enquêteurs s'approchaient. Elle a pu travailler pendant des années parce que personne n'avait une vision d'ensemble. Chaque juridiction a constaté des incidents isolés, et non un schéma de maltraitance systématique. Le président de la commission, le sénateur Williams, s'est penché vers lui. Que recommanderiez-vous? Une base de données nationale pour les dossiers de protection de l'enfance. Lorsqu'une personne demande des prestations sociales en invoquant un handicap pour son enfant, cette demande devrait être automatiquement comparée à son dossier médical. Lorsqu'un enfant change fréquemment d'école, cela devrait déclencher une révision automatique. Vous parlez de ressources importantes. Je parle de sauver des vies d'enfants. Dans l'auditoire, Edward pouvait voir Kay assise avec Maradi, qui était devenue non seulement sa thérapeute, mais aussi une amie proche de la famille. À 13 ans, Kay était une élève brillante, une joueuse étoile de l'équipe de football de son collège, suffisamment confiante pour s'exprimer quand quelque chose la dérangeait. Après l'audience, le sénateur Williams a abordé Edward en privé. Votre nièce serait-elle prête à témoigner, non pas sur les détails de ces maltraitances, mais sur l'importance des systèmes de protection de l'enfance? Edward a regardé Kay, qui discutait avec animation avec Mara de quelque chose qu'elle avait appris en cours de sciences. Il faudrait que tu lui poses la question, a-t-il dit. Mais je pense qu'elle pourrait dire oui. 2 semaines plus tard, Kay se présentait devant la même commission législative. Elle était nerveuse mais déterminée, lisant des notes qu'elle avait rédigées elle-même. Je m'appelle Kay Keane, commença-t-elle. Il y a 3 ans, j'étais une personne très différente de ce que je suis aujourd'hui. Elle parlait de sa peur constante, de son ignorance que les enfants ne sont pas censés avoir faim, peur ou souffrir. Elle parlait du fait qu'on lui avait appris à mentir aux adultes, car de toute façon, personne ne croirait un enfant. J'avais tort. Elle disait que les adultes me croyaient, mais seulement si j'avais le courage de dire la vérité. Elle regarda les membres de la commission droit dans les yeux. Il y a d'autres enfants comme moi. Des enfants qui ont peur, faim et qui souffrent. Ils ont besoin que les adultes soient courageux aussi. Ils ont besoin que vous veilliez à mettre en place des systèmes pour les protéger. La salle était silencieuse lorsqu'elle eut terminé. La sénatrice Williams avait les larmes aux yeux. Merci, Kay. C'était très courageux. 3 mois plus tard, l'Assemblée législative de l'Oregon a adopté la loi sur l'amélioration de la protection de l'enfance, exigeant le partage.